Nous sommes ravis d'organiser au musée Guimet avec cette rencontre littéraire. Et ce soir, nous avons l'honneur d'inviter Sandrine Chenives. Pour son livre La forteresse des âmes mortes. Et Jean-Philippe de Tenac, qui va être à ses côtés. Je vais leur passer la parole, mais avant, juste vous dire que la rencontre va durer environ 1h30, que bien sûr, et s'il y a des questions, on vous passera le micro. Et la dédicace est prévue ensuite à la librairie boutique du musée, qui est ouverte spécifiquement pour l'occasion. Voilà, je vous passe la parole et merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation du musée Guimet. Avant de passer la parole à Jean-Philippe, je voulais tout d'abord remercier de tout mon cœur le musée Guimet, Hélène Lefebvre qui nous accueille et toute son équipe pour cette merveilleuse opportunité de venir parler de la Chine et puis de sujet qui va de ce voyage que l'on va faire ensemble. Et je vais passer la parole à Jean-Philippe de Tenac, qui est là pour m'accompagner dans cette odyssée de ce soir. Avec grand plaisir. Alors, nous nous sommes connus, Sandrine et moi, dans la région d'Uzès, où nous avons créé ensemble des cafés mortels, qui devaient plus ou moins nous conduire vers le sujet que nous allons aborder cet après-midi. Alors, les cafés mortels, c'est une invention d'un sociologue, thanatologue suisse, Bernard Crétat, qui, considérant la confiscation de la mort dans la société moderne, c'était imaginer que le café serait peut-être un lieu suffisamment neutre pour oser à nouveau la mort. Et me voilà donc aux côtés de Sandrine pour présenter un livre événement. Je voudrais vous dire pourquoi le livre de Sandrine est un livre événement. D'abord, il y a dans ce récit, fort bien écrit, la tentative de traduire un voyage en réparation, en guérison, en lien avec un drame personnel. Ensuite, je pense que Sandrine assume pour nous tous la mission d'aller reconvoquer la mort. J'ai lu ce récit de cette façon. J'ai vu en Sandrine, que je ne connaissais pas un petit peu, mais j'ai vu tout d'un coup une Alexandra David-Nel qui se serait aventurée dans le monde taoïste avec une orientation très précise. Elle décide d'engager un doctorat qui porte sur les rituels taoïstes et chamaniques en lien avec les mâles morts. Alors les mâles morts, elle va en parler, forcément c'est son sujet, mais les mâles morts, en 2 mots, on pourrait dire que ce sont des morts qui attendent de mourir. Ils sont passés de l'autre côté et ils sont en attente. Et c'est très désagréable et pour eux et pour nous. Et c'est à partir il me semble, ces deux racines que se détermine ce voyage, presque un exil pour t'éloigner de ce qui te fait souffrir probablement, et pour te rendre dans un pays pendant plusieurs années, près de 20 ans, pour mener l'enquête qui va te permettre ce travail sur toi-même, mais qui va te permettre de travailler sur un culte qui nous intéresse tout à fait, nous, ici en Occident, celui des mâles morts. Donc je te passe la parole, Sandrine, pour nous expliquer comment se fomente un projet aussi fou que celui-là, même si on est dans la souffrance. Est-ce que ça suffit pour tourner son regard vers la Chine et se dire « mon salut est là-bas » ? Merci pour cette belle introduction, Jean-Philippe. Et merci à vous d'être venus si nombreux, c'est très émouvant. Effectivement, donc j'avais 24 ans lorsque je commence cette thèse de doctorat, et je dois vous avouer que j'étais dans une sorte de, je pense à l'époque, de candeur doublée d'une dissociation qui faisait que je n'étais absolument pas consciente que le travail, le sujet de thèse que j'avais choisi pouvait être en rapport avec quel que ce soit d'intime de ma propre histoire. Donc je suis partie sur ce sujet
tout à fait étonnant. Et c'est bien longtemps après, en fait, que j'ai pu comprendre qu'il pouvait y avoir un lien. Et c'est du coup ce qui, je pense, me permet de faire ce voyage de la manière dont il s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, effectivement, le voyage académique de l'ethnologue qui fait comme notre jargon d'ethnologue, son premier terrain de recherche, donc toute cette découverte d'un sujet. Et parallèlement, il se passe beaucoup de choses tout à fait étonnantes et très, perturbantes, qui peu à peu vont m'aider à aller vers le vrai sujet, qui est ce que tu viens d'énoncer, c'est-à-dire un sujet extrêmement intime à la faveur, j'aime bien dire ça, à la faveur d'un accident existentiel qui se passe assez rapidement dans les 2 premières années de cette expérience sur le terrain. Je pars effectivement soutenue par une allocation de recherche, donc le CNRS finance ce voyage, ce qui me donne une forme de légitimité, tout à fait étonnamment, parce que le sujet pouvait paraître à l'époque tout à fait abscon, d'aller travailler sur un culte de Malmort au fin fond de la Chine, au bord du fleuve Yangtze, dans une région aussi éloignée. Parmi d'autres sujets proposés, ce sujet-là, c'est celui effectivement qui a retenu l'attention et qui m'a permis d'aller vivre 4 années sur le terrain au Sichuan. Donc c'est comme ça que commence ce voyage, avec, forte de tous mes apprentissages encore tout frais de jeune étudiante ethnologue. Et en fait, très rapidement, je vais me retrouver, alors il faut recontextualiser. J'arrive en 1990 dans une Chine qui sort à peine d'un long sommeil, dans lequel la religion, en tout cas depuis le nouveau régime communiste qui commence en 1949, l'un des programmes était de faire disparaître toute religion. Donc en fait, avec un point particulièrement aigu, qui est le moment de la révolution culturelle. Et donc j'arrive dans une Chine où cette empreinte est encore très très forte. Et c'est le tout début, les années 90, le tout début d'une renaissance des cultes, d'une réouverture des temples, encore très timide et balbutiante, et des rites. Donc les gens n'osent pas trop parler de ça, et encore moins à une étrangère, parce que ça nous amène vers un autre sujet, qui est la relation entre l'anthropologue et les personnes, ses interlocuteurs, les personnes qu'il rencontre et dont il étudie les rites, par exemple. Il faut savoir que pour revenir sur la contextualisation, ce n'est pas non plus le communisme qui fait disparaître le taoïsme ou toute autre forme de religion en Chine, puisque dès la Première République, la République chinoise, donc en 1911, il y a déjà tout un mouvement Chine nouvelle de transformation des temples en écoles ou en bâtiments officiels. Donc il y a déjà tout un élan de modernisation qui remet en cause les traditions profondes, etc. Et en fait, j'ai quand même bénéficié d'un appui considérable. C'est d'abord mon maître, Christopher Schipper, éminent sinologue, orientaliste, très très grand spécialiste du taoïsme, à qui je rends hommage. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, ce soir. Il n'est plus de ce monde, malheureusement, il nous a quittés il y a 2 ou 3 années. Et il nous a transmis à l'école pratique des hautes études où j'étudiais avant de pouvoir partir en Chine, donc des textes très anciens sur lesquels s'appuie, qui est un des socles de ma thèse. Il nous a transmis une connaissance absolument extraordinaire sur le taoïsme, qui en fait restait encore à ces années-là, et peut-être encore un peu moins aujourd'hui, mais une religion quasi méconnue du grand public dans nos sociétés occidentales, puisqu'on en avait une vision qui était souvent, un peu faussée. On associait le taoïsme à une philosophie, on n'avait pas vraiment la conscience du fait que le taoïsme soit une religion vivante depuis plus de 2000 ans, et dont on pouvait observer encore, enfin, en tout cas quand on a commencé à pouvoir retrouver ces rites au début de leur renaissance, dans les années 90, une religion qui avait perduré en fait, avec des apports qui ont été transmis par la tradition orale principalement. Donc, ce dont on va parler ce soir, c'est aussi ça, c'est-à-dire ce voyage à Fundu,
qui est le lieu. Alors Fondou, c'est pourquoi Fondou? Parce que Fondou, c'est une sorte de porte, de grande porte qui va vers le monde de l'au-delà, vers les morts, mais pas n'importe quelle mort, comme l'a dit Jean-Philippe, ce sont des mâles morts. Donc en Chine, on a le culte des ancêtres, qui est un culte traditionnel, qui sont un peu les ancêtres, ce sont les vivants de l'au-delà, quelque part. Donc il y a c'est le culte le plus ancien, officiellement, le culte des ancêtres. Il y avait des temples dans tous les villages, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans les maisons, des hôtels qui sont dédiés aux ancêtres, et que l'on doit nourrir et quotidiennement, rituellement, pour pas qu'ils ne deviennent justement des âmes errantes. Donc cette nourriture, le culte des ancêtres est extrêmement important et est à la base du confucianisme. Et il y a les mâles morts qui, eux, sont des morts, comme leur nom le dit bien, mais souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un mâle mort? Je dis, mais on a oublié ce qu'était la mâle mort, alors qu'on a tous été, y compris dans nos sociétés à nous, en lien avec des rites liés à nos mâles morts. Et d'ailleurs, ils reviennent en force aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure peut-être. Donc les mâles morts, ce sont des êtres qui ce sont des défunts qui sont morts de façon absolument tragique, souvent prématurément, de manière violente, de manière donc vécue comme étant injuste par les vivants, par ceux qui laissent ou par ceux qui se sentent laissés par eux, et qui, dans l'imaginaire des vivants, sont des défunts qui ont aussi du mal à partir parce qu'ils partent avec un vécu d'injustice et se sentent arrachés à un cycle de vie qui n'a pas été accompli. Voilà. Donc en Chine, ces mâles morts, et comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, que ce soit dans le monde amérindien, le monde africain, donc le monde asiatique et le monde australien, les rites de mâles morts sont extrêmement présents, ont toujours été présents et n'ont jamais disparu. On doit en prendre soin pour prendre soin de nos lignées. Et nous sommes une civilisation qui étonnamment s'est négligée sur ce point, parce qu'on peut dire que peut-être depuis le XVIIIe siècle, voire le XIXe un peu plus massivement, peut-être à la faveur de toute cette modernisation, l'homme moderne s'est complètement oublié et a oublié l'origine de son mystère. Oui, je voulais aller dans ce sens. Après une enquête que j'ai faite auprès de guérisseuses, en France, en Suisse et au Québec, il était clair que la plupart des personnes qui venaient rencontrer ces guérisseuses venaient pour ça c'est une formule de moi, mais venaient pour un problème diplomatique avec un mort, sans le savoir. Et au fond, ces gens qui ne croyaient pas à la mort, qui ne croyaient pas aux morts, étaient malades de la mort. Et sans le savoir, et en soignant un mort, au fond, ce qui me touche aussi dans ton intuition, c'est que tu pars en Chine avec l'idée de porter soin à ces gens qui sont de l'autre côté. Il y a quelque chose de l'ordre du thérapeute déjà, qui entend comme la souffrance de ceux qui sont en attente et dont personne ne s'occupe plus. Oui, c'est ça, ce sont des sortes d'orphelins, des maillons isolés, des orphelins qui ont échappé à la généalogie. Ce sont des maillons flottants, ce sont des âmes errantes, et qui du coup ont une aura assez nocive et menaçante, parce qu'elles sont bloquées dans un entre-deux. Elles sont bloquées dans un entre-deux entre la frontière avec le monde vivant et puis cet au-delà auquel elles n'accèdent pas. Et elles n'ont pas le droit au culte. Dans la Chine traditionnelle, on ne rend pas de culte à ces mauvais morts. Et c'est pour ça qu'un culte se développe, justement, pour compenser cette absence de culte qui fait que leur nocivité peut devenir croissante. D'ailleurs, le panthéon chinois, qui comprend des milliers, des myriades de divinités, est composé en grande partie de mâles morts qui peu à peu ont été divinisés et donc canalisés de cette manière-là. Et alors, le socle de la thèse, c'est quand même, avant que j'arrive sur le terrain, c'est effectivement, sous la guidance de Christopher Schipper, c'est le travail dans les textes anciens, c'est les textes du canon taoïste, qui est un immense corpus de 5000 textes qui regroupe depuis le Tao Te Ching et le premier de ces textes, et puis il y a une première édition au XIVe, XVe siècle. J'ai travaillé sur des textes du IVe siècle, notamment le récit d'un chaman, qui était un personnage absolument extraordinaire. Il portait le nom de Yang Xi, et il était... c'était un grand... Alors, il faut voir que la Chine était un peu séparée à l'époque du IVe siècle, 3e, 4e siècle. C'est une époque où il y avait beaucoup de messianisme, du millénarisme, après la chute de l'Empire des Han, qui est un peu similaire à l'effondrement de l'Empire romain. Et c'est là que les taoïstes se sont organisés et ont pris une sorte de pouvoir, un contre-pouvoir à cet absolutisme impérial. Bon, parallèlement, il y a le bouddhisme qui rentre en Chine avec
une image très établie de qu'est-ce qui se passe après la mort, dans un monde où un monde en débâcle, où il y avait beaucoup de guerres, d'invasions, les Chinois du Nord qui se réfugient au sud de Yangtze, qui était un pays extrêmement chamanique, parce qu'il faut aussi dire au passage que le taoïsme puise toutes ses sources et ses racines dans un chamanisme très ancien, qu'il a conservé, dont il se nourrit, c'est un peu les deux cousins, il a gardé des tas d'éléments chamaniques dans le cœur de ces rituels. Donc aujourd'hui, quand on observe un rituel taoïste, on a donc conservé au cœur du rituel tous les éléments chamaniques. Et Fengdu, c'est un lieu chamanique, le mont Fengdu, où j'ai vécu 4 ans, dans sa toute-puissance. Et ce Yangtze, juste pour terminer et faire le lien avec ce que tu disais, était convoqué par les dignitaires de la cour à laquelle il appartenait pour aller faire des voyages dans l'au-delà, parce qu'il y avait des morts subites, des malédictions, des maladies étranges, etc. Et donc les gens étaient complètement paniqués. Et ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout dans l'au-delà, dans les lignées, et ils l'ont envoyé là-haut pour aller négocier avec les instances, avec les juges de l'au-delà, avec tout. Voilà. Donc, on appelait ça des vendettas spectrales, où des vivants étaient attaqués comme ça par des malmorts, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas apaisé dans les lignées. Et donc lui, à mes yeux, c'est le premier psychogénéalogiste avant l'heure qui part dans des états de transe, donc je rejoins la thématique de tes guérisseuses, et qui, dans sa transe, raconte ce qu'il voit. Donc il fait des grands voyages, il décrit un monde imaginaire qui est la première image que l'on a du monde des morts dans le taoïsme. Jusque-là, on avait des vagues cloaques qu'on appelait les sources jaunes dans l'Antiquité chinoise. Il y avait l'image qu'apportaient les bouddhistes avec les enfers. Et là, il déploie une géographie imaginaire absolument spectaculaire, une île montagne perdue en mer du Nord, donc assez lointaine et très éloignée du monde des vivants. Et on a ces premières descriptions. Donc ça, c'est un texte que j'ai traduit à l'époque et qui devient le socle de la thèse. Et Fengdu, ça porte le même nom que ce mythe, qui s'appelait aussi le mont Fengdu. Donc c'est un mont imaginaire qui, d'un coup, va se greffer aux alentours du Xe siècle au Sichuan, au bord du fleuve, et va se déployer à partir de l'an 1000 d'immenses pèlerinages qui vont perdurer jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à ce que la guerre arrive. Et ce texte, là, le Zen Gao, c'est ça? Oui, le Zhenggao, oui, c'est ça. Oui, c'est mieux prononcé. Tu le compares à la Divine Comédie? Oui, alors absolument, parce que du coup, dans sa transe, il raconte ce qu'il voit, il décrit son voyage, les personnages qu'il rencontre, il y a un scribe à ses côtés qui prend note, et ça va devenir effectivement ce Zhenggao. Et on dit que ce sont des écritures qui lui sont révélées par les immortels, donc il est privilégié, reconnu dans son chemin par les immortels, qui vont lui transmettre des connaissances sur ce monde invisible. C'est un livre qu'on peut trouver, qu'on peut lire. Et alors, j'ai traduit ma thèse, il n'existe pas encore d'autres traductions, et cette thèse, elle doit être publiée un jour, mais c'est vrai que à chaque fois je renonce devant le fait. Mais il serait peut-être temps. Oui, en tout cas, c'est prévu avec la maison de l'ethnologie à Nanterre, Paris 10. Et donc le texte attend un éditeur. Voilà, absolument. Y a-t-il un éditeur dans la salle? C'est un texte magnifique, effectivement, d'une beauté, parce qu'en fait, dans cette période millénariste messianique, qui vient du fait qu'en 142 de notre ère, alors que l'effondrement des Han est, déclenché par des jacqueries fomentées par des taoïstes, on va dire ça comme ça, Lao Tzu réapparaît et annonce sa venue prochaine, et donc il y a tout un messianisme qui se met en place par rapport à ça. Donc il y a cette dimension, cette littérature spirit qui se développe d'une manière absolument prodigieuse. C'est la littérature du Shanxing, c'est le mouvement de la pureté suprême, qui est un de ces mouvements millénaristes, et des textes qui sont d'une poésie, d'une écriture tellement raffinée et totalement comparable à la qualité de la Divine Comédie de Dante. Et j'en reviens à ton ouvrage, peut-être parce qu'on a emprunté des voies un peu trop théoriques, toi et moi, pour présenter le sujet, mais en réalité, le roman, le récit de vie de Sandrine est un récit de voyage palpitant, avec en figure majeure ce mont Fengdu. Et tu évoques à 2 reprises le mont Analogue de René Daumal, qui est aussi un écrivain que nous aimons tous les deux. Donc le mont Analogue, c'est un mont qui existe, mais que nos outils scientifiques ne permettent pas tout à fait de localiser sur la surface de la Terre. On a l'impression que ce mont Fengdu, c'est un petit peu ça.
il est tellement chargé de mythes, tellement chargé d'histoire et inspirant une telle terreur aussi, qu'on finit par ne plus savoir s'il l'est ou s'il n'est pas. Oui, alors c'est justement, c'est Mimier qui écrit la préface du mot analogue de René Daumal et qui dit que, eh bien, dans les lieux sacrés qui permettent de faire le lien entre la terre et le ciel, donc il y a des montagnes, des arbres, etc., et que ça permet effectivement de communiquer avec l'au-delà. Et ce qui est très important, c'est qu'il soit aussi réel et qu'on puisse les parcourir. Et donc ce mot Fambou, c'est aussi un mot réel. C'est à la fois un mot imaginaire, dans la mythologie, les géographies imaginaires des premiers siècles de l'ère, et puis tout d'un coup, les montagnes volent en Chine et il s'est greffé au bord de ce fleuve Yangtze. Et il devient parcourable. Et c'est là sa dimension chamanique, c'est-à-dire qu'en fait, les pèlerins qui viennent là, ils venaient par dizaines et centaines de milliers. Je travaillais sur les monographies du XIVe, XVe siècle qui racontent tous ces pèlerinages. C'était absolument spectaculaire. Les gens arrivaient de plein d'autres provinces aux éloignées pour venir rencontrer leurs défunts mal morts. Donc ils parcouraient cette montagne qui s'est recouverte d'une sorte de géographie architecturale ou religieuse avec différents temples qui marquaient toutes les étapes du voyage dans l'au-delà. Donc ils accomplissent rituellement et virtuellement et réellement, parce qu'en fait, faire c'est être. Le voyage dans l'au-delà, ça c'est aussi quelque chose qui nous vient du chamanisme ancien, et pour aller à la fois rencontrer leurs défunts, pour dénouer des nœuds de mort, dénouer des nœuds transgénérationnels, et on est en plein dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que c'est un endroit où on vient chercher de l'apaisement, où on vient effectivement, c'est un grand lieu de guérison, c'est un grand mandala qui est parcouru, et c'est le voyage que je fais par procuration à travers ce sujet de thèse, alors qu'en fait je suis la première concernée, effectivement, comme tu disais très bien en introduction, puisque je le comprends bien plus tard, comme je le disais tout à l'heure, mais 2 ou 3 ans avant de partir sur le bord du Yangtze, je venais de perdre ma mère d'une manière absolument tragique. Et c'était effectivement une mort pour moi absolument impensable, irreprésentable, que je n'arrivais pas à penser tout simplement. Et j'ai pu comprendre après, peut-être à la faveur d'une psychanalyse, que ce voyage-là, cette longue étude, cette longue recherche et cette errance, parce que j'étais toute seule dans un endroit où je n'avais pas le droit d'être parce que je n'avais pas d'autorisation, j'allais après m'enfoncer dans les montagnes un peu plus reculées en quête des derniers mètres des rites. Et bien ce voyage-là, c'était aussi une manière pour moi d'errer sur ces frontières poreuses, puisqu'il y a toujours le risque que ces malmorts reviennent dans le monde des vivants, il y a un phénomène de hantise, pour essayer de penser cette mort, celle de ma mère. C'est ça, c'est un voyage dans les lointains pour parvenir à penser quelque chose qui n'était pas saisissable autrement pour moi à ce moment-là. Je pense que effectivement c'est cette... Malgré ton jeune âge, tu te fixes dans cette région pour affronter la question que personne ne veut affronter, regarder en face. Où tu trouves ce courage, de l'affronter en plus dans un pays que tu découvres, dont tu commences à apprendre la langue. D'où te vient cette force pour faire ce que tu as fait? Parce qu'il faut que tu nous répondes. Eh bien, il y a un très bel article qui a été publié dans les Inrecuptibles au mois de mai, et je pense il répond à cette question mieux que je ne le ferai. C'est-à-dire, non, mais il dit, c'est vrai que c'est la rencontre. C'est comme si j'avais épousé mon inconscient, et c'est cette rencontre-là, c'est d'aller à la rencontre de ce qui m'échappe. Mais effectivement, dans le temps même du voyage, et d'ailleurs, comment ça se manifeste à moi? Ça se manifeste par un accident existentiel, c'est-à-dire qu'assez rapidement, au moment où je dois aller assister la 2e année à une grande cérémonie, un grand rite qui est très important, qui est l'ouverture du monde des morts, donc au 7e mois lunaire, pendant une quinzaine de jours, le monde des morts s'en trouve, et les vivants accueillent leurs défunts, dressent des petits autels dans tous les coins de rue pour les nourrir. Il y a toujours cette notion de nourrir ces âmes affamées, ces âmes errantes, ces âmes abandonnées, pour essayer de les canaliser et toujours border leur éventuelle nocivité. Et en fait, c'est là qu'il m'arrive un très grave accident. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas assister à cette cérémonie parce que moi-même, je deviens quelque part, et c'est là que je bascule. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'allais partir, ou l'avant-veille, il y a
des funérailles qui ont lieu pas très loin du petit hôtel qui était sur le. Enfin, c'était même pas un hôtel, parce qu'en fait, j'arrive quand même dans un bourg complètement déshérité, qui est un tout petit village dans lequel il n'y a même pas de gargote, il n'y a pas d'endroit où manger, une petite cantine attenante à la pension des cadres du parti, où je suis logée. Donc je plonge dans une Chine rurale qui n'a jamais vu un étranger, et dans un endroit dont je ne peux pas repartir parce qu'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de trajet défini, donc on ne peut reprendre un bateau pour partir que si un bateau s'arrête. Enfin, bon, donc il y a un sentiment de grand isolement. Et dont je n'étais pas vraiment consciente jusqu'au jour où en fait ces funérailles ont lieu. J'y assiste et je découvre qu'il s'agit d'un des jeunes réceptionnistes de cette pension que je connaissais et qui commençait timidement parfois à me donner quelques petites orientations parce que personne ne me parlait. J'étais face à un mutisme très, très hermétique. Donc je passais beaucoup de temps à me promener. On ne te parlait pas aussi pour une question de langue, non? Parce que tu ne le maîtrisais pas encore. Moi je parlais bien le chinois, je parlais le chinois, le mandarin, je ne parlais pas le dialecte du village, mais je comprenais un petit peu le Sichuanais, mon oreille se formait au Sichuanais qui est une langue magnifique. Et il y avait de toute façon, tout le monde est censé comprendre le mandarin, parce que c'est la langue officielle, c'est la langue de l'école, c'est la langue de la télévision, donc je n'avais pas de souci pour être comprise. Et en fait, donc je suis, emportée dans la procession qui accompagne ce jeune mal mort, qui avait exactement mon âge. Donc déjà, il y a un premier choc à ce niveau-là, où tout d'un coup, je rencontre ma propre, comme une sorte de mise en miroir, et je prends conscience de ma fragilité, de mon isolement, du fait qu'il pourrait m'arriver quoi que ce soit, que j'étais complètement perdue dans un tout petit village, et je prends mesure de la folie de ce que je suis en train de faire, en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Le téléphone, pour appeler Pékin, où j'avais quelques amis, il fallait demander au concierge de l'hôtel, qui était dans une petite cahute, c'était comme chez nous dans les années 50, ça prenait des heures pour qu'il obtienne la communication. Donc, 3 heures plus tard, il me cherchait en me disant « ça y est, la communication… » Voilà, donc il y avait un sentiment d'immense isolement, dont je prends conscience lors de ces funérailles. Et donc je suis emportée dans cette procession en haut de la montagne, d'une montagne, pas le Mont Fondou, une autre montagne, c'est une région très très montagneuse, une montagne qui plonge dans le fleuve. Et en fait, donc j'assiste à la crémation de ce jeune mort de manière assez violente. Et là, il se passe quelque chose de particulier. Je ne sais pas trop s'il faut en parler maintenant, parce que ce serait peut-être un peu dévoilé. Certaines choses dans le livre fonctionne avec beaucoup de suspense. Les gens me disent qu'ils le lisent comme un polar, donc je ne veux pas non plus dévoiler des choses qui pourraient peut-être. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il m'arrive moi un accident, c'est-à-dire que je vais perdre connaissance de manière très longue pendant de nombreuses heures. Je vais me retrouver en fait dans ma chambre, sans savoir comment je suis arrivée là. Donc j'ai été transportée et dans un état qui n'est absolument pas mon état normal. C'est-à-dire que je suis comme si j'étais hors de mon corps. Voilà. Et ça va prendre un certain temps à pouvoir réintégrer ce que je connais de moi. Donc je découvre une partie de moi totalement inconnue à travers cet état étrange, plein de kinesthésie, qui va me faire tout un parcours aussi auprès de maîtres guérisseurs pour essayer de comprendre ce qui m'arrive, et dont on me dit que probablement j'ai été mariée de manière posthume à ce jeune mal mort. Mais j'en dirai pas plus parce que, bon, alors voilà, c'est tout un parcours. Ce livre, il raconte aussi ça. Non seulement toute ma recherche en tant que jeune ethnologue, mais tout mon parcours face à cet accident existentiel pour guérir. Donc c'est un vrai parcours de guérison, comme tu l'as annoncé. Et puis pour guérir plus profondément encore de ce deuil impossible qui est celui donc de ma mère. Oui, c'est l'état de vulnérabilité absolue dans lequel tu te trouves pour amorcer ce voyage et cette enquête, qui fait d'ailleurs que très vite de chercheuse, de doctorante, tu deviens l'aventurière qui est convoquée, qui est appelée, qui expérimente. Donc au fond, très vite dans ce livre, on en oublie finalement le point de départ, le doctorat. Complètement, voilà, et tu te trouves dans des abysses à essayer de comprendre qu'est-ce que tu fais là. Et c'est ça, qu'est-ce que je fais là et comment j'en sors. C'est vrai que je suis confrontée de par ce fait, de par cet accident-là, je suis confrontée à ma posture d'anthropologue, parce que donc
fraîchement moulu de l'université, on nous enseigne une posture d'observation participante. C'est le terme qu'on emploie. Et qui m'avait toujours un peu étonnée parce que j'y relevais du paradoxe et je me disais mais comment incarner ce paradoxe sur le terrain? Et en fait j'ai eu la réponse très rapidement de manière extrêmement brutale, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas être sur le terrain sans se laisser affecter. Et quand j'emploie le mot affecter, je l'emploie dans tous les sens, c'est-à-dire il y a le mot affecté par tous nos sens, parce que l'on ressent, ce que l'on peut ressentir à travers nos sens. Affecté parce que ça vient toucher notre intime, et affecté parce que l'autre, nos interlocuteurs, nous affectent à une certaine place aussi. Donc quelle place occupe-t-on dans le regard de l'autre? Il y a une double altérité, c'est-à-dire que nous on pense aller étudier, observer des rites dans une altérité, mais on est aussi pour eux une altérité. Et puis il y a aussi l'opacité de nos inconscients, je pense aussi en tant que psychanalyste, je pense qu'on peut l'évoquer, c'est voilà, qu'est-ce qui se joue en fait dans nos représentations. Donc du coup, cette entre-deux dans laquelle on est, c'est-à-dire que l'anthropologue, il est dans un double ailleurs, parce qu'il est dans l'ailleurs de l'endroit, de la culture qu'il découvre, et sa propre culture est devenue aussi un ailleurs, puisqu'il n'y est plus et qu'il est plongé dans la culture de l'autre. Donc il est dans une sorte de double ailleurs, un entre-deux. C'est cette distinction qui est faite entre, je crois, les âmes souffles et les âmes errantes, propres aux taoïstes. Est-ce que tu distingues cette vision d'autres eschatologies que tu aurais pu étudier dans le monde? Est-ce que le taoïsme apporte une contribution très singulière à notre étude de l'au-delà? Est-ce que revenant de toutes ces années d'expérience et de recherche, tu pourrais dire cela? Moi, je pourrais dire que la Chine, c'est vraiment une culture du souffle, que tout est souffle sont les souffles d'énergie. L'être humain est constitué de plusieurs âmes. Donc il y a des âmes célestes qui sont des âmes souffles. Alors j'emploie le mot âme, qui n'est pas le mot approprié parce que nous, il est associé plutôt à notre religion judéo-chrétienne peut-être, mais j'aime beaucoup ce mot, je le trouve très très beau. C'est les deux premières lettres du mot amour. En tout cas, c'est des âmes souffles, des souffles d'énergie, et il y en a qui ont une dimension céleste et d'autres qui ont une dimension terrestre. Donc en fait, on a les Shun qui sont les âmes célestes qui composent l'être, et puis les Jing qui sont les âmes plutôt associées à tous nos fluides, qui sont nos squelettes, qui sont des âmes terrestres. Donc il y a les Hud. Les Hud sont les Shuns, donc des âmes élevées et raffinées qui ont tendance à vouloir s'élever, et les Po, qui sont donc ces âmes Jing, qui sont de nature Jing, qui nous tirent vers le monde terrestre. Donc on est composé de 7 âmes souffles célestes et de 7 âmes souffles, 3 âmes souffles terrestres. Voilà. Donc on est composé de souffles en fait, et l'enveloppe du corps est ce qui contient ces âmes à l'intérieur du corps. Et c'est pour ça que les taoïstes, depuis toujours, apportaient beaucoup de soins, et ça on retrouve dans les tombes du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on trouve des magnifiques brûle-parfums qui permettent d'effectuer le culte en forme de montagne, qui représente le lieu justement de contact avec le divin, et des montagnes qui sont peuplées de peuples d'immortels, d'immortels qui sont donc des êtres qui se sont raffinés, qui ont un corps d'immortalité. Il y avait toute une quête d'immortalité physique dans la Chine ancienne, et dont les pratiques d'hygiène, diététique, la circulation du souffle était extrêmement importante. Et elle est toujours. Donc c'est vraiment, je dirais, une culture du souffle. Les souffles nous ramènent à cette dimension primordiale d'avant la création du monde, de ce souffle primordiaux, dont les premières émanations vont être les montagnes et les fleuves, et dont les signes talismaniques sont aussi issus d'un même jaillissement originel. C'est-à-dire que la géographie sacrée, les montagnes, les fleuves, notamment les montagnes, et les premiers signes talismaniques, qui sont les signes qu'on utilise dans l'écriture divinatoire, sont issus de ces souffles primordiaux. Et donc, tout initié qui serait donc enseigné comme Yangtze qui reçoit ces textes révélés, sont donc en contact avec ces souffles primordiaux, de par le fait qu'ils ont la maîtrise de pouvoir les comprendre, les déchiffrer. C'est une écriture déchiffreuse du monde, toutes ces écritures talismaniques.
Et c'est très très beau toute cette histoire de ces écritures aussi qui permettent de la séparation aussi entre les vivants et les morts. Parce que les écritures talismaniques ont aussi pour objet d'éloigner les démons, de pacifier, d'ordonner le monde. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je trouve que le taoïsme oui, a développé vraiment un élément extrêmement. Beaucoup des rites. Enfin, quand on lit le canon taoïste, qui comprend à peu près 5000 textes, et qui est un lieu absolument extraordinaire où sont rassemblés des textes mystiques, des textes, des hagiographies, des histoires de saints, des descriptions rituelles, des recettes de sorcières. Enfin, c'est un peu comme si on rassemblait l'Ancien et le Nouveau Testament, tous les écrits gnostiques, toutes sortes de recettes de sorcellerie. Donc c'est des géographies imaginaires. Enfin, quand on lit ça, et en fait on ne le lit pas facilement parce que ce sont des textes qui ne sont pas du tout datés, qui n'ont pas d'auteur, qui sont écrits dans un chinois classique et ésotérique. Mais peu à peu, le travail des chercheurs à travers le monde a permis d'avancer un petit peu dans cet extraordinaire labyrinthe de textes. On voit bien le nombre de textes qui peuvent parler justement de cette culture du souffle. Et c'est de là qu'est issue toute la médecine chinoise. C'est une médecine qui travaille avec le souffle. Alors justement, ton enquête ne s'achève pas avec la publication d'un doctorat, même si ce n'est pas encore publié, enfin, avec l'accomplissement de ce travail universitaire. Tu vas poursuivre vers la psychanalyse transgénérationnelle. C'est aujourd'hui un petit peu une de tes fonctions. Enfin, tu es très active, hein, tu es une femme qui fait beaucoup de choses. Mais la question qu'on se pose, c'est quand on vient te voir pour te réclamer un soin, de quelle manière ton regard a été enrichi, de quelle manière ta pratique a-t-elle été enrichie par l'enseignement que tu as reçu au contact de ces textes, au contact de ces maîtres que tu as rencontrés en Chine, à travers les expériences tout à fait étonnantes que tu as traversées. Quelle est la part qui vient enrichir ta pratique aujourd'hui? Moi, je pense que dans la manière d'accompagner la personne qui cherche à entrer en contact avec ses lignées à travers un travail transgénérationnel, une psychanalyse transgénérationnelle, déjà je propose en fait un voyage. Donc il y a déjà une sorte de voyage dans l'au-delà qui va se dessiner sur une feuille. C'est-à-dire qu'on travaille avec une très grande feuille sur laquelle on va peu à peu élaborer l'arbre familial. Et donc, on travaille évidemment avec des éléments extrêmement concrets qui sont des éléments d'état civil, des dates, des prénoms. Voilà. Donc, il y a tout un petit travail de recherche qui se fait plus facilement qu'on ne le pense, parce qu'on trouve assez facilement ces éléments. Et en fait, rien que le fait d'entrer sur cette feuille qui est toute blanche et d'y inscrire des noms, les noms de nos. Donc, la plupart des personnes, des individus qui vont être inscrits sur cette grande feuille sont des morts, et certains d'entre eux sont des malmorts. Eh bien, déjà, c'est un contact tout à fait étonnant. Donc, on n'imagine pas la puissance que ça peut avoir et les effets que ça peut avoir sur les personnes qui accomplissent cet acte courageux que d'entrer dans le labyrinthe de leur lignée. C'est un acte effectivement de profonde guérison, pas uniquement pour la personne qui vient consulter, mais aussi pour toutes les personnes de la lignée, en tout cas celles qui sont concernées. Sachant que en 78, Nicolas Abraham et Maria Torok sont deux psychanalystes merveilleux qui ont écrit un livre étonnant et fondamental qui s'appelle « L'écorce et le noyau » et qui, quelque part, révolutionne un petit peu le concept psychanalytique puisqu'ils avancent le concept de fantôme psychique. Donc Freud s'intéressait aux événements oubliés dans la petite enfance, et eux, ils s'intéressent à des événements oubliés plus haut dans la lignée. Et ils vont les nommer fantômes dans le sens où le fantôme psychique, c'est un traumatisme qui a eu lieu quelque part. Enfin, il y en a beaucoup dans les lignées, des traumatismes de tout ordre. Ils le définissent comme étant la lacune laissée en nous par le secret des autres. Ils le définissent aussi comme une sorte de pathologie de l'inconscient, transmise d'inconscient en inconscient par des relations de filiation.
Donc le fantôme psychique, c'est un traumatisme vécu par un ancêtre ou plusieurs ancêtres qui peut être de tout ordre. Ça peut être une perte de fortune, ça peut être un inceste, ça peut être une malmort, ça peut être une maladie honteuse, ça peut être plein de choses qui n'ont pas pu être dites, qui n'ont pas pu être transmises, qui n'ont pas été élaborées, entourées de paroles, et qui donc vont rester encryptées, mais comme des mémoires vives, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles sont tues qu'elles ne sont pas agissantes. Et donc ces mémoires vives ne cessent de se rappeler avec de plus en plus parfois d'élan et de violence aux descendants, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été consolé, soigné, reconnu, dit avant de mourir, des souffrances qui n'ont pas pu être transmises. Ce travail du transgénérationnel, il est fondamental depuis une trentaine d'années. On entend beaucoup parler du transgénérationnel et de plus en plus. Déjà, d'une part, la population mondiale augmentant, eh bien, il y a de plus en plus de malmorts, donc déjà, c'est un travail assez considérable. Et puis, oui, je reçois énormément de demandes, et c'est un vrai sujet. On a tous vécu, d'ailleurs, très récemment, une sorte de rappel avec cette expérience collective et planétaire du Covid. On a été confrontés à la mort, et donc à la malmort, d'une manière absolument inédite depuis bien longtemps, en tout cas sur une échelle aussi étendue, aussi importante. Et dans un contexte qui a fait que justement, ce à quoi on a été aussi confrontés, c'est non seulement à notre propre peur de la mort, ou à la peur de perdre nos proches, ou à l'impossibilité de rendre un culte, ou d'accompagner nos proches mourants. Donc il y a cette détresse-là, donc c'est quelque chose on a été rappelé. Cet homme moderne qui, depuis, à la faveur peut-être de la science, qui nous a, au XVIIIe, au XIXe siècle, plus massivement peut-être, coupé de nos mystères, notamment notre relation à la mort, tout d'un coup, voilà, jamais une civilisation ne s'était négligée à ce point, je pense, que la nôtre. Et il est temps d'y revenir. Donc en fait, faire cette démarche d'une psychanalyse transgénérationnelle, c'est un vrai voyage dans l'au-delà, je trouve, parce qu'on avance dans cette feuille et il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire le fait de nommer ces êtres oubliés, d'en retrouver, de découvrir. Il y a des tas de découvertes qui se passent qui sont extrêmement émouvantes, de remettre de l'ordre, et c'est une forme de rituel. Eh bien, c'est une manière non seulement de consoler et d'apaiser, mais aussi de se guérir soi et de guérir toutes nos lignées. Et la lignée le chemin de nos descendants est donc déjà, épuré de ces éventuelles souffrances-là. Donc, il y a un lien, je trouve, ce que faisait Yangtze au IVe siècle, c'est un peu ce que font, la manière peut-être dont j'accompagne les patients. J'ai en tête, en tout cas, cette dimension-là. Oui. Et puis ce fond-doux parcouru par tous ces pèlerins, où on va, alors là, c'est plus c'est pas sur une feuille de papier, mais c'est une montagne que l'on foule de son pas. Et en même temps, il y a tout un travail, certains maîtres taoïstes, particulièrement initiés, pouvaient accomplir le voyage dans la montagne sans passer par la montagne, c'est-à-dire en passant par des cartographies, par des écritures talismaniques. C'est-à-dire que ça nous vient directement du chamanisme très ancien. On n'a pas besoin forcément d'aller dans un lieu pour y être. On peut aller dans ce lieu par justement la représentation de ce lieu dans un signe. C'est parce que justement les montagnes et les signes sont issus d'un même jaillissement dans le commencement originel, ils sont faits de ces mêmes structures. Voilà, donc connaître le rite, c'est une manière d'accéder à ces forces de l'au-delà et de pouvoir les maîtriser. Le maître taoïste, le chaman, il fait un voyage, j'en ai vu, je l'ai décrit dans le livre, ils font un voyage dans l'au-delà. Ils partent dans l'au-delà, ils affrontent des hordes de démons, ce sont des voyages martiaux avec des armes, avec des batailles, ils font des bonds, ils avancent, ils racontent toute leur pérégrination, c'est un véritable voyage. Donc c'est toute cette tradition absolument phénoménale qui remonte à l'Antiquité chinoise des voyages chamaniques. Le taoïsme a absorbé tout ça et l'a gardé en son sein. Donc on peut l'observer encore de nos jours de cette manière-là. Et c'est quand même une des rares religions, alors la religion taoïste, comme nous l'explique le Tao Te Ching, la religion précède la philosophie. En Occident, on a longtemps cru que le taoïsme c'était juste une philosophie, une recette de bien-être, quelque chose. Alors qu'en fait, avant toute chose, c'est une véritable religion vivante avec des maîtres célestes et qui, en fait, ne porte pas bien le mot
le mot de religion ne la définit pas bien parce qu'on l'a traduit en chinois comme Zongjiao, qui veut dire doctrine sectaire, qui ne correspond absolument pas à ce qu'est le taoïsme, qui est plutôt une religion du lien social. Et en fait, là où le taoïsme prend beaucoup d'ampleur, c'est lorsqu'on en revient à cet effondrement des Han au IIe siècle de notre ère, qui est vraiment similaire à l'effondrement de l'Empire romain, fragilisé par des jacqueries de l'obédience taoïste, et où en fait cet empire des Han avait adopté le confucianisme comme idéologie d'État et avait mis en place un absolutisme impérial extrêmement centralisé, donc bien sûr basé sur le culte des ancêtres confucianistes, une très forte hiérarchisation, la piété filiale et les hiérarchisations bureaucratiques, et en rejetant toute autre pratique, dont le taoïsme. Et le taoïsme donc s'élabore au 1er siècle de notre ère, un peu comme des théocraties, mais avec comme une forme d'embryon démocratique, et va en fait s'inscrire dans le pays réel. C'est-à-dire que l'histoire du taoïsme, on ne la lira jamais dans les annales officielles, les annales dynastiques de la Chine. L'histoire du taoïsme se lit dans le canon taoïste. Et c'est l'histoire du peuple chinois. C'est dans les angles morts de l'histoire officielle. C'est l'histoire du peuple chinois qui s'organise à sa manière, avec ses cultes, avec ses temples. Et ce qui est fondamental de savoir pour comprendre ce qu'est le taoïsme et ce qu'est la société chinoise, c'est que les temples ne sont pas des sites religieux au sens où on l'entend chez nous, comme une cathédrale ou une église. Ce sont des maisons communautaires, ce sont des maisons qui appartiennent au peuple, dans lesquelles éventuellement on invite un clergé pour un rite, mais on peut aussi jouer aux échecs, se couper les cheveux, jouer aux billes ou se raconter des histoires. Il s'y passe beaucoup de choses. Et en fait, les temples sont fondés par le partage de l'encens. C'est-à-dire qu'on va prélever d'un temple mère de l'encens dans le pot de parfum. Le pot de parfum, c'est le symbole c'est un énorme pot de parfum magnifique qui trône dans la cour du temple, dans lequel on pose les bâtons d'encens qui permettent de faire des prières vers les divinités. Cette cendre d'encens est très précieuse. Le pot de parfum est le symbole de l'unité sociale, et on prélève un peu de cette cendre pour fonder un autre temple. Donc on a un temple mère, on est dans un transgénérationnel de temples, où le temple mère a plusieurs temples filiaux qui chacun à leur tour vont devenir un temple mère avec des temples filiaux. Et donc on a un réseau extrêmement fin qui va très très loin dans le fin fond des campagnes chinoises, et toutes les communautés qui partagent le même encens originel, donc celui du temple arrière-grand-mère, on va dire, pour reprendre l'image du transgénérationnel, toutes ces communautés sont reliées par un réseau d'alliances extrêmement dense, culturel, économique, politique, etc. Donc en fait, ça tisse un réseau extrêmement puissant et qui est un contre-pouvoir phénoménal de la société chinoise, donc une sorte de pays d'un axe horizontal basé sur la solidarité et le partage, et qui est un immense contre-pouvoir par rapport au pouvoir absolutiste impérial. Donc il y a en quelque sorte deux pays, le pays officiel et le pays réel. Et c'est la raison pour laquelle le taoïsme a souvent été rejeté ou poursuivi. Après, la dernière dynastie, la dynastie des Qing, qui commence en 1644 après les Ming, est une dynastie plutôt d'obédience lamaïste. Donc là, les maîtres taoïstes sont complètement laissés de côté. Donc voilà, le taoïsme a subi beaucoup de vicissitudes, et en même temps il a eu ses heures de gloire, et des empereurs qui l'ont énormément soutenu aussi. Donc, voilà, ça toujours, et aujourd'hui on pourrait imaginer que la modernisation a coupé le monde chinois de ses traditions, et au contraire on assiste à une renaissance des cultes, des rites. Les maîtres taoïstes retrouvent leur place dans les villages, à côté des chefs locaux. Donc il y a toute une réorganisation qui, malgré 50 ans d'iconoclasme à travers la période communiste, se retrouve voilà, réellement le pays réel, le pays et toutes ses traditions. Et ce qui est assez fascinant, c'est d'observer que ces cultes ont été transmis par la tradition orale pour la plupart. Alors, avec le recul maintenant et ces années qui te séparent de ce voyage, est-ce que tu comprends de mieux en mieux qu'il fallait absolument que tu te rendes en Chine pour réparer, pour affronter ce drame terrible et d'une certaine façon venir au secours de ta maman? Oui, mais ça je m'en rends compte en ce moment même, parce que c'est ce que je disais là, depuis que La Forteresse des âmes mortes est sortie, donc c'était en octobre 2024, donc il y a eu plusieurs rencontres en librairie,
Et puis, il s'est passé plein de choses absolument extraordinaires. Des rencontres avec les lecteurs, avec les libraires, avec toutes sortes de gens qui ont lu le livre. Et je reçois énormément de courriers. Et dans les rencontres que je fais, parfois dans des lieux absolument improbables, dans une petite librairie perdue, au sommet des montagnes, enfin, il y a toujours des rencontres. Parce qu'en fait, le thème que porte le livre, c'est ma détresse, la détresse dont je témoigne lorsque j'avais 24 ans, puisque ce livre, il est complètement, comment dire, ce sont des carnets de l'époque que j'ai remis un peu en forme, mais ce texte, je ne l'ai pas écrit 40 ans plus tard, parce que souvent on me dit, mais pourquoi tu as mis 40 ans à écrire? Voilà. Effectivement, c'est le temps qu'il m'a fallu, moi, je pense, pour accomplir ce deuil, il faut peut-être le dire comme ça, et que ces textes, ils étaient déjà dans mes carnets, donc ce sont des textes que j'ai repris, que j'ai réaménagés, réharmonisés, mais on lit vraiment les textes que j'avais écrits dans mes carnets. Et j'ai le sentiment que maintenant, à chaque fois que je parle du livre ou de cette expérience, que ma mère est présente. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est présente dans cette salle et que, en fait, c'est elle qui guide tout ce qui se passe avec ce livre. Ce livre lui est dédié. Et voilà, donc c'est comme une réunion, enfin. Et c'est elle qui, d'une certaine façon, te fait entrer dans le monde de l'édition, par ce livre majeur, ce livre magnifique. D'une certaine façon, tu rentres comme écrivaine, je ne sais pas comment tu veux qu'on dise, dans le monde de l'édition, avec un livre qui a certes connu une gestation longue, mais qui est un événement, encore une fois. Donc ça veut dire que maintenant, Sandrine Chenives s'installe dans le monde de l'édition et va publier. Oui, alors l'écriture, c'est une vocation qui date de mes 11 ans. J'ai pris un détour parce qu'effectivement, comment dire, j'étais aussi, je rêvais aussi d'être exploratrice, donc j'essaie de réunir les deux. Voilà, donc écrire tout en voyageant, tout en explorant, donc c'est à peu près le chemin que j'ai peut-être suivi à ce moment-là sous le prétexte de l'anthropologie, mais qui en même temps a été là pour une bonne raison, comme tu l'as souligné plusieurs fois. Et effectivement, l'écriture m'a toujours accompagnée, et là, je pense que je vais lui laisser toute la place, plus que jamais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais voulu que je lise un passage de ta forteresse des âmes mortes? Avec grand plaisir. Alors, tu vas me tenir le micro. Il est très lourd, hein, c'est un gros livre. Merci. Alors écoute, j'avais l'embarras du choix, mais le passage que j'aime vraiment, il est là. Voilà. Je pense que ça parle bien de ce point de départ. Alors, en Occident, à la fin du Moyen-Âge, on avait relégué les tentatives holistiques dans un grenier obscurantiste. La pensée du tout état un, qui avait perduré avec l'enseignement et la pratique des druides et guérisseurs, avait généré un choc frontal avec les prémices d'une pensée rationalisante qui cherchait plus à exercer un contrôle et une forme de toute-puissance sur ce qui échappait à son entendement qu'à déployer sa conscience en se reliant humblement au puissant enseignement de l'univers, autour de soi et en soi. Au cours des siècles, des alchimistes, des philosophes, des astronomes, des artistes, des ethnologues et des psychologues ont ouvert des fenêtres pour laisser entrer l'air, proposer une compréhension du monde en lien avec le tout, dans lequel tout est inscrit. Les travaux de Jung sur la synchronicité et les relations acausales ont, par exemple, esquissé des passerelles. Et aussi ceux de Mircea Eliade sur les rêves, les mythes et les archétypes. Mais ces ouvertures ont été considérées comme marginales, à l'égard du principe de raison. Les résistances sont incroyablement fortes, et depuis, rien n'est changé. Et rien ne s'est arrangé. Pourtant, les récentes découvertes de la physique quantique rejoignent en bien des points les intuitions des anciens taoïstes
dans la compréhension subtile d'un au-delà des apparences. Au carrefour de notre civilisation s'offrait un double chemin, l'attraction pour le mirage de l'homme augmenté et le voyage vers les profondeurs de la conscience augmentée. Ce nouveau monde m'absorbait délicieusement. Je m'y retrouvais, je m'y reconnaissais. J'avais envie d'en faire entièrement partie. J'étais prête à renier tout ce que j'avais appris jusque-là. Je pouvais ressentir, à l'ineffable légèreté qui gonflait mes cellules, comme des ballons, le poids que j'avais choisi de ne plus porter en quittant Paris, mon univers culturel, les références et les vérités qui m'avaient été inculquées dans une vision généralement ethnocentrique. Sauf qu'à la faveur de ma rencontre avec l'enseignement, ces deux maîtres que tu citais, de deux grands maîtres, Bruno Etienne et Christopher Schipper, tous deux tournés vers l'Extrême-Orient, j'avais trouvé une porte de sortie. Je ne pensais pas au retour. Et tu retenais bien. J'avais besoin de croire que j'étais parti pour toujours. C'est beau, non ? Merci Jean-Philippe pour cette lecture. Bah, toi, là, on voit bien que je ne suis pas du tout consciente du fait que je suis là pour ma mère. Oui, il y a une quête. Et c'est vrai que j'ai toujours été fascinée, et je le comprends encore d'autant plus aujourd'hui qu'on a bien plus d'éléments. La relation entre, l'intuition extraordinaire des taoïstes des mondes anciens, qui en fait rejoignent aujourd'hui ce que l'on peut entendre dans la physique quantique. Et donc ça, c'est vraiment, c'est très, cette dimension de cette conscience qui précède en fait la matière, parce que c'est ça que nous apprend la physique quantique, c'est que la conscience précède la matière. Et c'est ce dont parlent les taoïstes aussi, à leur manière, à travers le Tao. Voilà, enfin, on ne veut pas développer sur cet aspect-là, ce serait l'objet de toute une conférence, mais voilà, en tout cas, ça c'était vraiment, c'est un peu le passage. C'est un moment de basculement. Et c'est encore c'est encore un monde que tu étudies, ton regard, ta curiosité sont encore tournés vers le monde chinois et le taoïsme en particulier. Est-ce que c'est encore un territoire que tu explores, où tu apprends des choses pour la propre orientation de ta vie, pour la pratique du soin qui est la tienne? Moi, je dirais que c'est même pire que ça. C'est-à-dire que je sens que c'est c'est comme une identité profonde. J'ai effectivement vécu 20 ans en Chine, donc les 4-5 premières années étaient consacrées à cette recherche. Et puis ensuite, j'ai rencontré le père de ma fille qui est ici présente, qui peut témoigner, et à qui est aussi dédié ce livre. Et du coup, voilà, j'ai vécu 20 années en Chine, dans lesquelles j'ai continué à explorer, et donc j'ai été transformée. Enfin, c'était une expérience de transformation profonde. C'est vraiment aussi ce que raconte peut-être ce passage, alors que là je suis juste dans le balbutiement de mon arrivée. Mais je me rends bien compte qu'aujourd'hui, occidentale, vivant dans ma société, que j'ai quand même voulu reconnecter après 20 années en disant j'ai jamais vécu en tant qu'adulte en France, donc peut-être qu'il faut que je revienne. Eh bien, je me rends bien compte que ma perception est fortement influencée et nourrie par ce regard, la pensée du Tao, en fait. Qui effectivement est tout à fait indéfinissable, mais dans cette alternance des polarités entre le yin et le yang, c'est toute une approche du réel qui est très particulière et qui nous situe à une place différente dans la manière d'affronter le réel, ou justement on ne l'affronte pas, on l'accueille plus qu'on ne l'affronte. C'est une manière d'accueillir et on parle souvent, et de manière, ça a été longtemps mal traduit, on parle du wu wei, le non-agir,
et qui a été longtemps mal compris, parce qu'on pense que le non-agir, c'est ne rien faire, alors que la véritable formule, c'est agir le non-agir, donc c'est au contraire un acte, une action, et agir le non-agir, donc c'est pas ne rien faire, c'est de laisser faire, et laisser faire, il y a une dimension d'une action, c'est-à-dire accompagner la propension des choses, accompagner ce qui est en train de se faire de soi-même. Donc il y a une dimension de confiance aussi bien particulière dans cet accueil de l'advenir. Et c'est vrai que ça m'a placé à un endroit différent de celui dans lequel j'étais lorsque je suis arrivée en Chine. Et je n'ai pas quitté, je pense, cet endroit à l'intérieur de moi. Alors, quand même, est-ce que tu peux dire que par rapport, si l'inconscient guide tes choix à l'origine de ton chemin, parce qu'il y a ce drame, est-ce que c'était vraiment l'unique et seule réponse, la Chine? Est-ce que tu aurais pu, je ne sais pas, choisir un terrain en Amérique latine, rencontrer d'autres chamans? Parce que le choix de la Chine a l'air tellement déterminé, incontestable dès le départ, c'en est troublant. Alors tu cites une aïeule, tu as dans ta lignée quelqu'un qui a déjà exploré un petit peu, mais c'est un petit peu mince pour aller s'installer 20 ans en Chine, non? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi la Chine? Alors, c'est vrai qu'il y a effectivement une arrière-grand-mère qui a vécu toute une vie en Chine. Elle était écrivaine d'ailleurs, une sorte de comtesse de Ségur orientaliste. Donc nous héritions avec mes cousins des mains de nos grands-tantes de ces livres qu'elles nous distribuaient au compte-gouttes, qui sont ces très beaux livres rouges avec des lettres d'or et des gravures absolument magnifiques, donc qui racontent des histoires pour jeune fille bien pensante, mais qui se passait aux Philippines, en Chine, au Japon, enfin donc elle vivait aux Philippines. Ensuite, moi très tôt, j'avais une quinzaine d'années, j'ai lu le Zhuangzi, et c'est un livre qui m'a... Enfin, il y a une très très puissante résonance. Le lien à la nature aussi me bouleverse dans l'art chinois et dans toute la pensée chinoise. Et d'ailleurs, on a une magnifique peinture de Zhou Ying, c'est une peinture de l'époque des Ming, et je trouve que cette peinture, elle témoigne vraiment de l'enseignement taoïste, dans le sens où ce qu'on voit dans cette peinture, c'est la forte présence de la nature qui occupe tout. Et on a deux petits personnages, je ne sais pas si on les voit bien parce qu'il y a des lettres, il y a un petit personnage dans un pavillon, et puis un peu plus bas, mais c'est un peu... Ah, mais il y en a un autre qui est là, pas loin de la rivière. Donc ces peintures chinoises, on appelle les shanshui, c'est des hauts et montagnes, montagnes et hauts. Donc on est dans cette nature puissante, ces fleuves et ces montagnes. Et l'être humain est minuscule, humblement représenté, comme faisant partie d'un tout. Alors que nous, dans notre perception à nous, en Occident, l'humain est plutôt séparé de la nature. D'ailleurs, Dieu a construit la nature, il a construit les humains. Donc Dieu est extérieur à la nature, nous sommes extérieurs à la nature, nous devons protéger la nature. Or, si on est partie prenante de cette globalité qu'est le cosmos et la nature, on la porte en nous et elle nous porte en elle. On est en symbiose avec cette nature. Ça, c'est une grande différence dans nos perceptions, je pense, entre la culture chinoise, extrêmement orientale, et puis notre perception à nous, où on est plutôt on a longtemps été en tout cas dans l'idée de maîtriser la nature. Voilà. Donc, dans la pensée taoïste, il y a cette dimension d'un profond respect d'une nature qui nous constitue. Et peut-être que notre éco-anxiété aujourd'hui, dont on parle beaucoup aujourd'hui par rapport à l'avenir climatique, elle vient aussi du fait qu'on est en train de perdre quelque chose qui en fait nous constitue, mais dont on ne se rend pas compte à quel point on devrait plutôt se concevoir comme étant inscrit dans cette globalité, donc on est en train de perdre quelque chose qui nous constitue. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si ça a du sens, si ma question n'est pas stupide dans un contexte chinois, mais est-ce qu'on peut imaginer une vieille âme chinoise qui aurait eu la nostalgie de ce qu'elle avait connu et qui t'aurait ramené là-bas? Est-ce que tu aurais été autrefois dans ce pays? Et ça, c'est pas impossible, parce que il y a très longtemps, j'ai reçu un soin d'un énergéticien, et
Et donc, qui avait été en contact avec une de mes vies antérieures et qui m'avait dit, sans rien savoir de ma vie à l'époque, je ne savais pas du tout que j'avais un lien avec la Chine ou la culture chinoise, il m'avait dit, mais en fait, vous avez été un moine, un scribe, dans un monastère chinois au XIIe siècle. Voilà. Et bien, je me suis dit, ça alors, il est vraiment fort, ce lien. Je m'en doutais. Qu'est-ce qu'on pourrait encore évoquer de ce monde de l'au-delà chinois qui pourrait être enseignement pour nous qui essayons de récupérer notre mort? En tous les cas, ce livre, il faut le conseiller aussi pour cette raison-là. C'est un voyage vers aux frontières de l'au-delà, mais qui réinvente cette curiosité pour la mort. Tu dis cette phrase quand même qui suffirait à expliquer l'intérêt de ce livre. On ne saisit le sens de la vie qu'à partir de la compréhension de la mort. Oui, effectivement. Effectivement, c'est... La mort, c'est François de Chambre, d'ailleurs, je crois, qui écrit ça dans son dernier livre, Une nuit au cap de la chèvre. Il dit que la mort, je ne vais pas le dire comme il l'a écrit, mais c'est notre part la plus intime. Et comment ne pas la regarder en face, comment la négliger alors que c'est une partie de nous, et que de ne pas la regarder, c'est nous mettre du côté de la peur, parce que du coup, c'est pareil, c'est comme avec la nature, c'est quelque chose qui serait extérieur à nous, alors qu'elle est la part de nous-mêmes. Et d'ailleurs, les taoïstes, dans toute leur pratique, dans leur pratique de prendre soin du corps, parce que le taoïsme s'est beaucoup intéressé au corps. Le corps est beaucoup plus important, le corps physique, que le corps social. Donc, le corps social, on en a parlé tout à l'heure avec l'organisation des temples. Il y a le corps physique avec tous les soins par la diète, par les jeûnes, par les exercices qui servent à purifier le corps. Et qu'est-ce que font en fait les initiés? Ils cultivent dans leur dantian, c'est-à-dire dans le bas-ventre, ils cultivent un embryon d'immortalité, un corps, leur futur corps d'immortalité. Donc il y a cette dimension vraiment de développer, de permettre à ce corps qui après un moment va s'envoler et prendre son envol. Donc il y a cette dimension, oui, d'être enceint d'un embryon d'immortalité qui va prendre forme et remplacer le corps terrestre. Et puis il y a cette dimension de la nature, parce que ces immortels se fondaient dans la nature, ils partaient se fondre dans la nature. On a quantité d'exemples de biographies au IIIe siècle qui racontent c'était des fonctionnaires qui sont fatigués par les choses de ce monde et qui décident de rentrer en initiation. Ils se retirent dans des grottes profondes dans les montagnes, et ils cultivent l'art du Tao, ils font de l'alchimie externe puis interne avec la circulation des souffles, ils raffinent leur être, ils prennent soin de leurs essences et ils se fondent à la nature. C'est le projet du taoïste, c'est de se fondre dans la nature, d'être en symbiose. Et ce culte, tu rapprochais un petit peu toutes les découvertes de la physique quantique pour dire que les taoïstes avaient déjà eu ce type d'intuition. Il y a aussi ce rapprochement qu'on peut faire entre la recherche d'immortalité, qui est si prévalente dans le monde chinois, et cette idée que les modernes caressent de régler pour toujours la question de la mort, donc trouver un vaccin, au fond, qui nous délivrerait à jamais de la mort, de notre mortalité. Donc au fond, questionner la condition même d'une espèce, qui est l'espèce pour la mort. Nous sommes nés pour mourir, et nous serions tout d'un coup des êtres nés pour ne pas mourir. Donc est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que tu penses que le monde chinois est interrogé par ces chercheurs aujourd'hui? Alors, moi je pense qu'il y a peut-être une différence, c'est que la vision de la mort, et Lao Tzu en parlait déjà dans le Tao Te Ching, la vision de la mort, c'est la transformation. Donc, en fait, il y a aussi une acceptation de cette transformation. C'est pas une disparition. Nous, on a eu peur de la mort en Occident parce qu'on pense à une disparition. Aujourd'hui, on est en train de comprendre que c'est une transformation, et c'est d'ailleurs ce qui interroge beaucoup de monde autour de cette question-là. Donc, cette notion de transformation, c'est-à-dire que tout est matière, tout est énergie, et donc ce sont de nouvelles formes. Ça, c'est ce que la physique quantique nous explique aussi, et qui rejoint justement
fondamental dans la pensée taoïste. Ouais. Le culte de l'immortalité, en tous les cas, est au cœur de notre modernité aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est un culte de l'immortalité ou une peur de la mort, c'est différent. Bien sûr. Ouais. Ouais. Et du coup, la peur du mourir. Parce que la manière dont les taoïstes ont voulu, aborder la mort, c'était par la prévention. On le retrouve d'ailleurs dans la médecine chinoise, et la médecine, sans aller jusqu'à la médecine chinoise, la manière dont les Chinois se nourrissent, la manière dont ils respirent, la manière dont ils marchent dans la rue, les exercices qu'ils font chaque soir. Tout est tourné vers une prévention de notre capital vital, un capital qui est donc transmis par le transgénérationnel. Et donc on doit prendre soin de ce capital. Je ne sais pas si on n'a pas atteint l'heure. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des petites coupures. Alors, on va avoir un intermède musical et on vous donnera ensuite pour un quart d'heure la parole pour des questions. Merci de nous avoir ainsi entraînés dans ce voyage spirituel et culturel. Je voulais vous demander si les voyages qui sont accomplis dans l'au-delà, qui sont accomplis par les chamans, sont aidés en Chine par des substances hallucinogènes, comme c'est le cas dans d'autres cultures. Je pense en particulier à l'ayahuasca ou la coca ou encore d'autres substances que connaissent certaines cultures chamaniques.
Eh bien non, en fait, moi j'ai jamais entendu parler de substances hallucinogènes. On parle de champignons dans les textes anciens chinois. L'algarique, c'était un champignon d'immortalité qui aidait à obtenir une forme de jeunesse corporelle. En tout cas, on croyait que c'était... Donc les taoïstes partaient dans les montagnes à la recherche de ce fameux algarique. Mais il n'y a pas de substance hallucinogène qui facilite la transe. Par contre, il y a des musiciens. C'est pour ça que j'ai souhaité que Mario Hurtado soit aussi là avec nous ce soir pour nous donner quelques petits extraits d'air rituel au hulus, qui est l'orgue à bouche, qui est un instrument qu'on entend dans les processions populaires. Donc j'en ai beaucoup entendu, que ce soit à Taïwan ou en Chine. Et ça me rappelle vraiment ces processions qui sont souvent même assez joyeuses, hein, dans les funérailles, je veux dire. Donc pour revenir à votre question, il y a les maîtres des rites sont accompagnés de leurs musiciens, et c'est une musique qui fait vraiment rentrer en transe parce que c'est très percussif. Il y a des cuivres, des cymbales, des orgues à bouche, et voilà. Donc c'est une musique extrêmement joyeuse, vibrante et forte qui vous emmène tout de suite dans une autre dimension. Donc la transe par-delà de la musique. Je vous remercie également pour ce récit et aussi pour la manière très authentique que vous avez de communiquer. Alors ma question c'est, est-ce que vous faites une différence entre les mâles morts dont nous pensons qu'ils ont du mal à partir et ceux qu'en réalité nous-mêmes n'arrivons pas à laisser partir? C'est une bonne question parce que c'est exactement là que se situe en tout cas dans tout ce que j'ai pu observer et écouter aussi de la part de mes patients, c'est-à-dire que la notion de mal mort, cette catégorie de mort bien particulière, elle est le miroir à la fois du deuil impossible, c'est-à-dire que ce sont des morts qui sont pour nous vivants beaucoup plus difficiles à laisser partir. On accepte beaucoup moins facilement la mort d'un enfant ou d'une personne jeune, ou même une personne très âgée mais qui mourrait d'une manière injuste et violente, par exemple un assassinat. Et donc effectivement ça reflète toute la détresse du vivant, et le vivant exprime sa détresse en imaginant aussi celle du mal mort, certes. Donc il y a une part peut-être imaginaire de comment nous on perçoit le mal mort dans son chemin. Cependant on reçoit aussi apparemment des messages, des signes. Il y a des maisons qui sont hantées, il y a aussi des métiers très anciens qui réapparaissent, de géobiologues, de passeurs d'âmes. Donc il y a de plus en plus de communications qui se font entre les deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Tout le néo-chamanisme aussi s'y emploie, puisque les chamans sont justement des passeurs entre les mondes. Et je pense. Ah. Et donc oui, effectivement, il y a à la fois notre représentation de ce mal mort et en même temps des signes que l'on peut recevoir de ce monde invisible. Et alors, sur ce sujet-là, il y a aussi quand même beaucoup d'études, et y compris des études scientifiques, notamment un célèbre cardiologue dont le nom m'échappe en Hollande, voilà, qui étudie ce que les patients rapportent à l'issue d'un long coma. Voilà, toutes les expériences de mort imminente, il y a énormément de textes qui sont aussi parus sur cette question-là et qui nous apportent des petites fenêtres parce qu'on se questionne depuis toujours sur qu'est-ce que c'est que la mort en fait, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et on continue à se poser cette question. Et on reçoit quand même aujourd'hui beaucoup d'informations et la physique quantique nous y aide aussi. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'un mal mort est mal mort pour tout le monde, c'est-à-dire pour tout son entourage? Par exemple, est-ce qu'une mal morte pour sa fille est mal morte aussi pour sa voisine? Alors, ce qui va tisser le lien entre le mal mort et les êtres qui l'entourent, c'est le degré de proximité, donc c'est le degré de douleur. Et donc la voisine va dire oui, c'est bien triste, quelle horreur, cette petite fille est morte
écrasée sous un bus, mais elle ne va pas ressentir la même douleur et donc son deuil ne sera pas le même. Je pense que c'est proportionnel à l'épaisseur du deuil ou à l'impossibilité du deuil et donc au lien que l'on a tissé avec la personne que l'on perd. Et le fait de perdre une personne, c'est déjà une vision de l'esprit, parce que est-ce que l'on perd vraiment une personne lorsqu'elle va vers la mort, ou est-ce qu'elle, justement, comme le disent les taoïstes, se transforme et revient dans nos vies d'une autre manière. C'est aussi, il y a quelques écrits récemment qui parlent de ça, c'est notamment Vinciane Després, qui a écrit ce très beau livre Au bonheur des morts, et qui, elle, fait toute une enquête auprès des gens qui lui racontent des histoires sur quels sont les liens que vous avez aujourd'hui avec vos morts, comment ils se manifestent dans votre vie. Et là, on entend plein d'histoires qui montrent à quel point les morts sont là, ils se manifestent, ont une présence dans nos vies, d'eux-mêmes. Donc elle apporte beaucoup de témoignages. Il y a aussi ce très beau livre de Grégory de Laplace qui s'appelle La voix des fantômes quand les morts débordent, et qui raconte aussi tous ces rites que l'on fait. Alors que la plupart des rites funéraires ont pour objet de couper le mort du vivant, c'est-à-dire de bien s'assurer que le mort est bien passé de l'autre côté de la frontière et qu'il ne va pas revenir nous hanter. Donc il y a cette peur fondamentale de la hantise. Donc la plupart des rites funéraires qui vont même jusqu'à décorporer le mort dans certains rites traditionnels, de sociétés traditionnelles, par exemple en Afrique, on va redéterrer les os du mort, les nettoyer 3 ans plus tard, etc., pour qu'il n'y ait pas le moindre petit morceau de chair qui subsiste. Donc, métaphoriquement, c'est couper tout lien avec le monde vivant, et donc cette peur de la hantise. Et Fondou nous parle de ça, c'est la peur de la hantise. C'est cette porosité des frontières qu'il s'agit de renforcer par des rites. Mais les morts sont très résistants, et d'autant plus si le lien que l'on a avec nos morts n'accepte pas le départ. Donc tout est lié, ce sont des équations avec double paramètre. Ouais. Bonjour, j'ai une question, je suis au fond. Je ne sais pas exactement pourquoi je la pose, mais quelqu'un qui choisit la mort par suicide ou par euthanasie, etc., est-ce qu'il y a une résonance pour vous, une compréhension à partir de votre parcours et de ce que vous avez glané et compris? Comment ce serait perçu du côté taoïste? Dans le taoïsme, en fait, dans la pensée chinoise, mettre fin à ces jours, c'est une manière de ne pas honorer ce qui nous a été transmis, notre capital vital. Donc, c'est pas forcément bien vu dans la pensée chinoise. Ceci dit, les taoïstes, dans leurs expériences premières, avant l'ère chrétienne, je dirais, faisaient des expériences d'alchimie externe en absorbant du mercure pour tenter, parce qu'ils avaient découvert que de faibles doses de mercure favorisaient un rajeunissement de l'épiderme avec un duvet d'oiseaux qui pouvait... Enfin, c'est tous les textes magnifiques que l'on peut lire au premier siècle de l'ère. Et donc, leur permettait de s'identifier à ces grues immortelles. Mais en fait, peu en réchappaient parce qu'en fait, c'était des poisons très violents. Donc en fait, ça ressemblait presque à des sortes de suicides. Mais je ne pense pas que c'était des suicides volontaires, c'était des recherches qui se terminaient mal. Mais toute la pensée taoïste est vraiment plutôt tournée vers la préservation des ressources vitales. Voilà, je ne connais pas de texte particulier qui parle du suicide, le suicide étant plutôt une rupture avec une transmission et un non-respect quelque part d'un capital de vie qui doit être honoré. Voilà, donc je ne sais pas, il n'y a pas de cas particulier qui pourrait venir illustrer ce que je suis en train de dire pour répondre mieux à votre question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je crois que la librairie nous attend après. Sorry, I don't speak French. Is it possible for me to speak English or do you prefer Mandarin? But we can try.
Mandarin is okay for you? Yes, if you want. I hope my Mandarin is still enough, good enough, but it should be okay. Actually, maybe English is better. Because people can understand your English better than Mandarin. But... Okay, yeah, well, I flight from Italy just for this event, actually. So it's funny that because as Chinese we believe Taoism, but more about for the daily life, you know, and you talk about it from the perspective of death. And also for the Taoism, they also have the third path, the theory of third path to death. I don't know if you mentioned those things in your book. And also, I want to know what was a motivation for you to go to this city, Fengdu. Actually, now it's no longer belonging to Sichuan province. They put it under Chongqing, you know, the city of Chongqing after 1997, I think. So why did you choose to go to this city, and who gave you the information? Because as a Chinese, I even didn't know this place. Okay. Do you mind if I answer in French? Or Yeah, sure. Okay, you can translate. Okay. En fait, le taoïsme s'est constitué dès les premiers siècles de l'ère en absorbant tout un front chamanique très très ancien, qui est la première religion du monde. D'ailleurs, c'est la religion la plus universelle. Et dans le chamanisme, on trouve énormément de choses sur le lien avec le monde invisible et le lien avec les morts. Donc le taoïsme a absorbé toute cette connaissance chamanique et s'est mêlé au chamanisme. Donc on retrouve effectivement dans ces rites-là. Pourquoi Fengdu? Parce que Fengdu, Fengdu j'avais d'abord travaillé sur ce texte dans le canon taoïste du IVe siècle qui raconte cette transe de ce chaman. Donc ce chaman avait découvert dans sa transe un pays imaginaire, une île montagne perdue en mer du Nord qui s'appelait le mont Fengdu. Et Fengdu, il faut quand même souligner que littéralement ça veut dire capitale de l'abondance. Ce qui nous donnait une vision de la mort très différente de celle des bouddhistes qui était un peu un peu plus sévère et contraignante, c'était qu'il y avait quand même un lien possible entre le fait de partir dans le monde des morts et en même temps une possible évolution vers l'immortalité. Donc il y avait aussi cette double dimension qui rassemblait ces deux polarités du taoïsme. Voilà. Et Fengdu, pourquoi Fengdu au Sichuan? En travaillant sur ce texte magnifique que je traduisais alors, j'ai entendu parler de ce fameux mont Fengdu, qui est un petit peu connu, mais peut-être pas tant que ça, mais les Chinois, quand on parle de Fengdu Guichang, voilà, tout le monde sait que c'est, à l'époque c'était au Sichuan, ensuite ça a été séparé, ça relève de Chongqing, qui est devenu une municipalité-province, et aujourd'hui, ce fleuve Yangtze et ce Fengdu sont à moitié immergés, puisqu'il y a eu la construction du barrage des Trois Gorges, comme vous le citez, en 2006-2007, la montée des eaux, qui sont montées de 175 mètres, et donc du coup, cette magnifique partie du fleuve, en amont du barrage des Trois Gorges, qui lui est en aval de Fengdu, est devenu un immense lac de 600 km de long. Donc voilà, et Fengdu est devenu très étrangement une île, c'est-à-dire que cette montagne qui prenait racine au bord du fleuve est aujourd'hui à moitié immergée. Certains temples ont été remontés, déconstruits et reconstruits plus haut. Et donc on retrouve de manière tout à fait étonnante cette image de l'île montagne qui était la forme originelle de ce Fengdu dans l'imaginaire et dans ces géographies imaginaires taoïstes que parcourt le chaman Yangtze au IVe siècle. Bon, une dernière, mais vraiment très très rapide. Bonsoir, moi j'aurais voulu savoir qui sont les chamans, comment les reconnaît-on? Y a-t-il des écoles? Y a-t-il une hérédité? Qui se dit chaman? Alors, les chamans, au départ, c'était surtout dans l'Antiquité chinoise des chamans, des femmes.
Donc il y a des textes très anciens qui racontent, notamment dans le Schötting, le livre des Odes, qui racontent... voilà, il y a des très très beaux textes qui les évoquent. Ensuite, les chamans, ce sont aussi les maîtres des rites, qui sont souvent ce sont des personnes laïques et qui sont enseignés par des maîtres, et surtout qui sont reconnus par les divinités. Moi, j'ai aussi, dans mes 20 ans de Chine, j'ai travaillé sur les biographies de 2 chamans, notamment une qui était à 70 km de Pékin, et qui avait été à l'origine de la renaissance d'un culte, d'un pèlerinage oublié depuis 100 ans, 70 ans, et qui en fait, elle a été visitée par des rêves. Alors elle n'était pas du tout chamane, c'était une paysanne, elle a une vie tout à fait normale, etc. Puis souvent ça passe par une maladie étrange, Yibing, une maladie que la médecine classique ne comprend pas. Et on peut peut-être, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est que la maladie que j'avais eue était une maladie Yibing, que personne ne pouvait comprendre, mais qui était une maladie initiatique. Et donc, voilà, les chamans sont atteints d'une maladie étrange, initiatique, et il y a tout un parcours qui commence avec des rêves. Ils sont visités par une divinité tutélaire qui va souvent ça se passe par le biais des divinités. Et c'est aussi ce qui arrive à ce fameux Yangtze dont je parlais, et qui lui a été visité par les immortels, voilà, qui lui révélaient d'importantes choses pour le salut des hommes sur cette terre. Donc il y a un enseignement qui se fait d'origine divine principalement, et puis bon, ils peuvent être encadrés par d'autres maîtres, mais voilà. Pas forcément une transmission. Et il peut y avoir une transmission, parce qu'il y a le disciple, il y a le disciple du chaman, mais en fait on est reconnu chaman quand on a été reconnu par les dieux. Voilà. Oui. Une fois qu'on a été reconnu par les dieux, il y a un enseignement, il y a une préparation qui prend des années, voilà, il y a tout un accompagnement. Mais il faut d'abord être reconnu et désigné. Après, cette rencontre est terminée. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup à Sandrine Chenibès et à Jean-Philippe de Tonac. Et on poursuit à la librairie pour ceux qui veulent le